Bonjour ou bonsoir, madame, mademoiselle et monsieur. Bienvenue à votre premier numéro de votre émission Téléschool. Aujourd'hui, Téléschool est venu parce qu'Anticiper Philosophie l'oblige. Et nous avons le plus grand plaisir aujourd'hui d'inviter un professeur de philosophie qui nous vient du lycée Alboury Ndiaye de Linguère, M. Atou Bey, qui est un professeur excellent, simple, modeste, mais aussi pétri de qualité. M. Bey, bonjour. Bonjour, M. Mar. Je vous laisse le temps de vous présenter et connaître un peu le public. Et vous présenter en face du public. Je voudrais d'abord vous remercier de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Alors, je crois que c'est tout le plaisir est pour moi, dans la mesure où vous m'invitez à parler de la philosophie. Et comme vous venez de le dire, depuis quelques années, j'enseigne la philosophie au lycée Alboury Ndiaye de Linguère. Alors, je salue toute la population du Jolof, mais également tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la chaîne L16. Merci, professeur. Nous n'allons pas perdre de temps. Nous allons directement attaquer avec la question inaugurale qui est qu'est-ce que la philosophie? Si je devais vous poser cette question, ou bien vous allez me donner la même réponse que Jules Lachelier quand il avait dit je ne sais pas. Est-ce que c'est aujourd'hui la même réponse qui va revenir avec vous? Merci, M. Mar. En fait, vous venez de me poser là une question à la fois nécessaire et difficile. Nécessaire dans la mesure où, depuis sa naissance au VIe siècle avant Jésus-Christ en Ionie, jusqu'aujourd'hui, tous les philosophes se sont posé la question du sens de la philosophie sans qu'aucun d'entre eux n'ait encore réussi à donner à cette question une réponse qui soit admise par la communauté des philosophes. Malgré cela, il faudra considérer qu'on ne peut pas parler de la philosophie sans au préalable préciser le sens que l'on donne à la philosophie. Mais en réalité, il y a une absence de définition univoque de la philosophie. En lieu et place d'une seule et unique définition, on se retrouve avec une pluralité de définitions. Malgré cela, on peut considérer qu'il y a eu quand même une entente minimale qui s'est réalisée parmi les philosophes autour de ce que l'on appelle le sens étymologique de la philosophie. Alors, le mot philosophie a été forgé par Pythagore de Samos. Et pour la petite histoire, il est bon de le savoir, c'est parce que ses compatriotes l'appelaient le sage, c'est-à-dire le sophos en grec, et il refusait le qualificatif de sophos qu'on lui donnait, et à chaque fois il leur disait, ne m'appelez pas sophos, mais appelez-moi plutôt philosophe, c'est-à-dire un ami ou un amoureux de la sagesse. Ça, tout le monde le sait pratiquement. Mais à mon sens, le plus important, c'est surtout les constatations qu'il convient de faire à partir du sens étymologique même de la philosophie. Parce que lorsque Pythagore se définit comme un ami ou comme un amoureux de la philosophie, de la sagesse, il voulait montrer par là deux choses. C'est que le philosophe d'abord n'est pas celui qui sait, et que la philosophie également n'est pas une somme de connaissances. Donc le philosophe, c'est plutôt celui qui cherche à savoir, c'est-à-dire celui qui est en tension vers la connaissance, et la philosophie apparaît ici comme la quête de cette sagesse elle-même. Donc aux yeux du sens commun en général, parce que dans la rue, lorsqu'on désigne quelqu'un en le considérant comme un philosophe, on a tendance à considérer que cet homme-là possède une somme de connaissances. Or, la philosophie n'est pas justement une somme de connaissances. La philosophie est tout simplement une quête de la sagesse. La philosophie est tout simplement une tension vers le savoir. Et là aussi, il faudrait le préciser, parce que quand on dit rechercher le savoir, cela suppose au préalable que l'on soit conscient de notre non-savoir. Comme le disait si bien Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cela veut dire que si je décide de philosopher, c'est parce qu'au préalable, je dois réaliser qu'il y a un manque en moi. Et c'est justement par la philosophie que je cherche à combler ce manque de connaissance qui est en moi.
et je me mets maintenant sur le chemin qui pourrait me conduire vers la connaissance. Là aussi, il faut bien le préciser, parce que quand il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, il ne s'agit pas d'une invitation à rester dans l'ignorance, bien au contraire. Il nous invite plutôt à nous arracher de cette ignorance-là pour aller progressivement vers la vraie connaissance. Mais si on se limite un peu à la réflexion de Socrate, il ne se limite pas tout simplement en disant que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais il a continué avec la gnose socratique en disant que connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Et la question que je me poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que l'on peut se connaître soi-même? Oui, la connaissance de soi, naturellement, fait partie des sujets qui sont souvent évoqués par les philosophes. Puisqu'en vérité, lorsqu'on dit philosophie, naturellement, c'est l'homme qui fait œuvre de philosophie. Alors cet homme-là qui se consacre à la réflexion philosophique, naturellement, il faudrait d'abord qu'il essaye lui-même de se comprendre. Parce que la philosophie, finalement, peut-être l'occasion nous permettra d'y revenir, n'est autre chose qu'une quête du sens. Quand on dit quête du sens, tout discours philosophique essaye de donner un sens à l'homme d'abord, mais également au monde dans lequel se déploie l'existence humaine. C'est ce qui fait que donc, c'est une question qui est relativement ouverte, n'est-ce pas? Et Socrate déjà avait donné à la philosophie cette orientation anthropologique, c'est-à-dire tout simplement essayer de réfléchir sur l'être humain. Cette même question sera reprise par Emmanuel Kant quand il dit que finalement, toutes les questions que l'on se pose en philosophie peuvent être ramenées à la question anthropologique, c'est-à-dire la question qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Ici maintenant, il faut bien le comprendre. Le reproche qu'on pourrait faire à un philosophe n'est pas celui de ne pas apporter des réponses satisfaisantes. Parce que de toute manière, en philosophie, une réponse n'est jamais certaine. En revanche, on pourrait le reprocher de ne pas poser les questions cruciales. Donc, ce qui donne sens à la philosophie, c'est surtout le sens crucial des questions qui sont soulevées par les philosophes et non pas forcément les réponses incertaines qui sont apportées par ces derniers. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux et l'univers, n'est-ce pas? Mais force est de reconnaître que la connaissance de soi ne peut pas être une chose effective, encore moins une chose immédiate. La connaissance de soi se fait dans le temps, c'est-à-dire consacrer toute sa vie à réfléchir sur soi-même et à réfléchir également sur sa vie et sur le monde. Tel est en réalité le credo du philosophe, n'est-ce pas? Donc ici, je considère que le plus important, c'est d'essayer de réfléchir sur soi-même. Et à force de réfléchir sur soi, progressivement, on parvient à se connaître soi-même sans pour autant que l'on puisse considérer que la connaissance que l'on a de soi est une connaissance effective. Donc c'est, je peux dire, une quête perpétuelle, à l'image même de la sagesse qui est recherchée par les philosophes. La connaissance de soi également durera le temps que l'on vivra, pour la bonne et simple raison que chaque jour, on en connaîtra davantage sur nous-mêmes. Alors pour cette raison, on peut considérer que c'est une quête perpétuelle de soi-même. Oui, tout à l'heure, vous avez cité un philosophe, Emmanuel Kant, et concernant la définition de la question qu'est-ce que la philosophie, Kant est arrivé à un moment à dire que il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, mais on n'apprend qu'à philosopher. C'est par rapport à la pluralité des définitions de philosophie, ou bien c'était simplement pour limiter cette controverse qui existait entre les philosophes. Voilà, vous venez de poser une question très pertinente, puisque justement, c'est une question qui prête à confusion. Généralement, quand on commence à s'adonner à la réflexion philosophique, on a souvent tendance à s'identifier à des philosophes. Si vous allez dans les classes de terminale de philosophie, la plupart du temps, lorsque le professeur
aborde dans ses leçons un certain nombre de philosophes, alors on constate que souvent les élèves ont tendance à s'identifier à un philosophe ou à un autre. Alors que, comme le dit si bien Emmanuel Kant, la finalité, ce n'est pas d'essayer tout simplement de s'identifier à un philosophe, mais la finalité de tout enseignement philosophique, c'est d'apprendre à philosopher à partir de soi-même. Donc ici, on ne peut pas, c'est vrai, parler de la philosophie en ignorant son histoire. Mais l'histoire même de la philosophie n'a de sens que dans la mesure où elle nous apprend à philosopher, n'est-ce pas? Donc, quand on vous parle de Nietzsche, de Descartes ou de Socrate, ici, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est comment se déploie la rationalité philosophique à travers l'histoire même de la philosophie et qu'en réalité, on puisse parvenir, n'est-ce pas, à comprendre ce qui donne sens à la philosophie et à pouvoir philosopher à partir de soi-même. Donc, il est bon de le comprendre. On ne peut pas parler de philosophie en faisant fi de l'histoire de la philosophie, mais cette histoire elle-même n'a de sens que dans la mesure où elle nous permet de pouvoir philosopher à partir de nous-mêmes. Je pense que c'est justement ce que Emmanuel Kant a voulu dire lorsqu'il a fait remarquer qu'il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on n'apprend qu'à philosopher. Si je comprends bien, en philosophie, à part cette entente minimale qui s'est opérée autour de la définition étymologique, il y a toujours eu un désaccord entre les philosophes. Et cela continue de la manière la plus belle aujourd'hui. Et cela m'amène à poser la question suivante. Quels sont les objectifs aujourd'hui de l'enseignement philosophique? Merci, M. Mar. En fait, l'enseignement de la philosophie s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Pour essayer de résumer, nous pouvons dire que l'enseignement de la philosophie, surtout en classe de terminale, a essentiellement deux objectifs. Le premier objectif consiste à cultiver chez l'élève ce qu'on appelle un esprit critique, c'est-à-dire lui permettre de faire usage de son esprit critique et de parvenir en toutes circonstances à opérer un discernement. L'autre objectif qui est visé consiste maintenant à lui permettre d'avoir une certaine autonomie dans ses jugements. Donc, l'esprit critique, l'autonomie dans le jugement peuvent être considérés comme relevant des objectifs que l'enseignement de la philosophie s'est fixé. Alors, ça aussi, on peut l'expliciter davantage parce que lorsqu'on essaie de cultiver l'esprit critique chez quelqu'un, c'est parce qu'il faut partir d'un préalable. La vérité ne se donne pas dans l'immédiateté de notre rapport au monde. Par conséquent, sa recherche nécessite une mise entre parenthèses de tous les préjugés, c'est-à-dire des idées reçues. Il faudrait qu'on fasse nécessairement ce travail de déconstruction, comme le pense Derrida. Pour quelle raison ? Eh bien, pour tout simplement essayer, non pas de tout remettre en question, mais même quand on remet en question, la finalité, ce n'est pas de remettre en question, mais la finalité, c'est tout simplement avoir une certaine sécurité intellectuelle qui vous permet de ne pas prendre pour vérité des choses ou des idées qui, en réalité, se révèlent être fausses. C'est la raison pour laquelle il faut, n'est-ce pas, en toutes circonstances, essayer de discerner, d'analyser, de faire usage de son esprit critique, simplement pour s'assurer de la véracité de nos idées, mais également pour s'assurer que nous sommes sur le chemin qui peut nous conduire vers la connaissance. Donc, si je comprends bien, l'apanage de la philosophie, c'est le doute. Pas l'apanage de la philosophie, c'est le doute, mais plutôt ici, parce que ce n'est pas simplement qu'en philosophie qu'on doute, mais il se trouve que pour philosopher, nécessairement, il faut douter, n'est-ce pas? Mais quand on doute également, on ne doute pas pour douter. De la même manière aussi,
on a bien montré la part des choses entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Donc, en philosophie, nécessairement, il faut remettre en question. Quand on remet en question, c'est parce que simplement, on ne veut pas, n'est-ce pas, prendre des faussetés pour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle le doute est indispensable dans toute réflexion philosophique. Mais en philosophie, moi, j'ai eu à découvrir qu'il y avait peut-être deux formes de doute. Le doute méthodique de Descartes, et il y a aussi le doute sceptique de Pyrrhon d'Hélice. Quelle est la différence? Pyrrhon, il dit, peut-être il était conseiller d'Alexandre le Grand, et dans chaque cité visitée, il voyait qu'il y avait une civilisation qui leur était propre. Et il a conclu qu'il n'y avait pas de vérité que l'on puisse atteindre. Et il décida ainsi d'épouser la philosophie du scepticisme, c'est-à-dire de répondre toujours par « je ne sais pas ». Et Descartes, lui, il a tout simplement voulu, directement, douter de tout, mais ce doute lui permettrait d'atteindre la vérité avec le grand V. Quelle est maintenant cette différence entre Pyrrhon d'Hélice et Descartes? Bon, la différence, c'est que chez Pyrrhon, comme chez Descartes, il y a la présence du doute, n'est-ce pas? Le doute de Pyrrhon est appelé doute sceptique, parce que Pyrrhon fait partie d'une école philosophique qu'on appelle le scepticisme. Alors, il faut comprendre le principe de base de la philosophie sceptique. C'est que pour les sceptiques, la vérité n'existe pas. Ou même si elle existe, elle reste inaccessible à l'homme. C'est la raison pour laquelle Alexandre Pyrrhon d'Hélice, qui était effectivement un des accompagnateurs d'Alexandre le Grand, a fini par suspendre le jugement. Alors que chez Descartes, le doute est plutôt un doute méthodique. Descartes, un bon philosophe, il recherche la vérité. Et dans son cursus, il a eu à passer par 3 étapes successives. Donc, il a été à l'école, à l'université. Il a fait un cursus scolaire et universitaire remarquable. Mais au moment où il devait être reçu au rang des doctes, il dira que, en fait, la seule chose que j'ai apprise jusque-là, c'est que je suis ignorant. C'est ça sa première déception. Mais il ne va pas pour autant renoncer à la recherche de la vérité. Il va plutôt rechercher la vérité autrement. En quoi faisant? En commençant à voyager. Donc, il va entreprendre beaucoup de voyages, essayer de rencontrer beaucoup de sommités intellectuelles pour discuter avec elles. Mais là également, il connaîtra une seconde déception. Alors c'est à partir de ce moment qu'il a pris la résolution ferme de ne plus rechercher la vérité qu'en lui-même. Et par un concours de circonstances, il s'était retrouvé seul en Hollande, comme il le dit dans le discours de la méthode, dans une sorte de poêle, où la solitude aidant, il a réussi à mettre en pratique cette décision de ne plus rechercher la vérité qu'en lui-même. C'est justement à partir de ce moment qu'il a dit « je vais douter de tout, sauf de la vérité au sujet de laquelle il n'y a point de doute qui soit possible ». Alors au départ, le doute était radical, le doute était hyperbolique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Descartes était en train de douter, il a réalisé subitement qu'il pouvait douter de tout, sauf de ce qui lui permet de douter, c'est-à-dire tout simplement la pensée. Alors c'est à partir de ce moment qu'il a conclu avec cette affirmation que tout le monde connaît pratiquement, je pense, donc je suis. C'est ça le fameux cogito ergo sum de Descartes, n'est-ce pas? Et ici, il le décrit bien dans le discours de la méthode, l'itinéraire qu'il a suivi et qui lui a permis justement d'arriver, selon lui, à une vérité pratiquement indubitable qu'il considère comme le principe de sa philosophie, c'est-à-dire comme le socle sur lequel devra reposer l'édifice qu'il avait à cœur de construire. Donc on peut dire qu'ici justement, les deux doutes sont différents parce que chez les sceptiques, nous venons de le dire avec Pyrrhon, le jugement est suspendu, alors que Descartes, grâce à son doute, il a quand même réussi
à arriver à l'affirmation de l'évidence du cogito, parce que pour lui, il s'agit d'une évidence, c'est-à-dire d'une vérité claire et distincte au sujet de laquelle il n'y a point de doute, car comme il le dit, même les sceptiques ne peuvent pas douter de la véracité du cogito, car pour douter, encore faudrait-il penser. Par conséquent, le doute ne peut pas remettre en question l'existence de la pensée. Moi, j'ai compris deux choses par rapport à cela. C'est-à-dire, quand Descartes décide de ne rechercher la vérité qu'en lui-même, c'est comme si c'était un point de départ. C'est-à-dire, il retourne à l'idée de Socrate. Quand Socrate a décidé de réorienter l'étude de la philosophie vers l'homme. Donc, quand on doute de rechercher la vérité en soi, c'est comme si on va philosopher sur soi-même, à la manière de Socrate. Et la deuxième chose, c'est quand Pyrrhon d'Hélice dit que je ne vais plus rechercher la vérité, car elle n'existe pas, c'est une manière de dire que je ne vais plus avoir de la connaissance, car la connaissance n'est pas quelque chose qui est fixe, mais c'est quelque chose qui évolue de jour en jour. Donc, s'empêcher de connaître dans ce cas, s'empêcher de réfléchir, le fait de ne pas réfléchir vous empêche de connaître, en quelque sorte. Bon, en fait, ici, si on comprend bien, l'essentiel pour le philosophe et pour la philosophie, c'est de toujours rechercher le savoir, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut quand même, naturellement, essayer de toujours remettre en question. Parce que justement, c'est ça la finalité. La finalité, c'est d'aller vers la connaissance. Mais il faut savoir que la connaissance, elle est pratiquement infinie, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai que dans la philosophie ancienne, surtout chez Aristote, le philosophe avait cette prétention à posséder un peu la totalité du savoir ou le savoir de la totalité. Mais une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, avec l'éclatement des savoirs, on parle plutôt de spécialisation, même dans le domaine de la philosophie. Une chose est sûre également, l'homme est un être fini, c'est-à-dire il vit, il naît, il vit et il meurt, n'est-ce pas? Or, le savoir est infini. C'est la raison pour laquelle la recherche du savoir nécessite forcément une quête perpétuelle. Perpétuelle parce qu'on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître. Mais quand même, on peut consacrer sa vie à rechercher le savoir. Et c'est ça la marque essentielle du philosophe. C'est son parti pris pour la vérité. C'est le fait qu'il s'engage à rechercher avec les instruments dont il dispose, c'est-à-dire sa raison et la posture critique dans laquelle il se retrouve, il essaie maintenant d'aller progressivement vers le savoir. Aujourd'hui, au Sénégal, dans le contexte actuel, quel rôle pourrait jouer la philosophie pour le développement de notre pays? Oui, là, c'est vraiment une question importante. Parce que quand on dit philosophie, je pense qu'il serait un peu dommage si on cherche à réduire la philosophie à ce qui s'enseigne dans les salles de classe ou bien dans les amphithéâtres, n'est-ce pas? Parce que la philosophie, c'est vrai, dans la conception des Grecs anciens, Aristote, tout comme Platon, disait que la philosophie est née du loisir. Cela voudrait dire que, pour philosopher, il faudrait au préalable être délié complètement des liens de la production. Mais de nos jours, il faudrait considérer, et comme le dit bien Hegel, que rien de ce qui est humain n'est étranger à la philosophie. Donc finalement, la philosophie devient de plus en plus une réflexion qui porte sur l'expérience humaine dans son entièreté. Et c'est en cela qu'elle devient encore plus actuelle, et c'est en cela également qu'elle devient plus importante. Par la philosophie, on peut penser l'existence, on peut également penser l'existence. Le premier penser, P-E-N-S-E-R, et le second penser, P-A-N-S-E-R. C'est-à-dire les mots de la société, le point de vue du philosophe, ou bien un éclairage philosophique pourrait contribuer, n'est-ce pas, à apporter des solutions, ou du moins à poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Et justement, au Sénégal, il y a effectivement pas mal
maux qui gangrènent la société sénégalaise. Et je considère que le mal le plus radical que nous rencontrons, c'est surtout la question de l'ignorance. L'ignorance parce que nous sommes dans un pays où on préfère la rumeur à la connaissance, où on préfère la certitude à des illusions simplement. Alors dans un tel contexte, parce que vous avez parlé de développement, quand on parle de développement intégral, on ne peut pas se développer que lorsque, en réalité, on prend la connaissance comme le fondement de toutes nos actions. Mais si nous agissons alors que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons, alors dans ce cas, ça pose problème. Donc, je considère que, vraiment, si on pouvait enseigner la philosophie à tous les Sénégalais, ce serait une bonne chose. Ne serait-ce que parce qu'ils auront la capacité d'exercer en toutes circonstances leur discernement. C'est-à-dire de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'ils entendent, de ne pas également chercher refuge dans une sorte de naïveté intellectuelle qui leur prive de la réflexion en se refusant malheureusement derrière le « on » qui est impersonnel, comme le dit bien, n'est-ce pas, Platon à travers le mythe de la caverne. Il montre que ces prisonniers de la caverne, mais prisonniers également de leur ignorance, des apparences et des illusions. Alors là, je pense que le rôle que la philosophie pourrait jouer, c'est justement de libérer la pensée, mais également de développer cet esprit critique-là qui participe même à l'éducation et à la formation du citoyen. Parce que le bon citoyen doit pouvoir exercer son esprit critique après avoir bien sûr connu l'ensemble de ses droits et de ses devoirs. Je considère que dans sa vie de tous les jours, il doit en toutes circonstances s'efforcer à exercer son esprit critique. Et je considère que là, ça fait défaut quand même. Parce que quand on est homme du sens commun, quand on se nourrit de la rumeur, quand on se réfugie derrière l'opinion, on prend ses distances par rapport à la connaissance. Or, je pense qu'à l'échelle mondiale, toutes les nations qui se sont développées, il faut considérer que le savoir est le secret du développement. Donc, la philosophie participe à cet effort-là qui doit conduire à rechercher le savoir et dans tous les domaines de la vie, dans tous les secteurs d'activité, si on parvient à essayer de fonder toutes nos actions dans la connaissance et en essayant de rechercher des savoirs vrais, là, il est évident qu'on peut justement envisager des lendemains meilleurs pour notre pays. Et je le rappelle, la philosophie a justement ce rôle d'éveil des consciences et d'instauration de cette dimension critique qu'elle doit jouer pour tous les Sénégalais. Monsieur Bey, aujourd'hui, on ne s'est pas limité. On ne va pas se limiter tout simplement. Poser des questions et vous allez répondre. On a eu le plaisir d'aller voir acquis de droit. Parler acquis de droit, c'est-à-dire les élèves, parce que vous savez, l'anticipé philosophique, c'est le 11 juin. Et il faudrait nécessairement associer les élèves de terminale et leur permettre de faire une révision générale avant les anticipés de philosophie. Et aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de faire le tour des 3 écoles, le lycée Blaise Diagne, le lycée de John Fitzgerald Kennedy et le lycée Maurice Delafox. Et nous allons voir tout de suite la réaction de certains de ces élèves. Bon, par rapport à nos impressions et nos inquiétudes, bon, naturellement, c'est normal qu'on stresse et tout. Et en plus, nous tous, pour la L2, c'est un coefficient assez élevé, un coefficient 6, donc c'est normal que nous soyons un peu stressés, un peu inquiets par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, par rapport au programme, nous particulièrement, nous n'avons pas de problème parce que nous avons un stagiaire qui est là souvent et tout, même si le professeur n'est pas présent. Donc, du coup, je ne vois pas. Je crois qu'on est. Voilà. Notre professeur, il n'a pas de problème. Donc, ça, c'est un peu compréhensif. C'est un peu compréhensif parce qu'il n'a pas le temps et tout. Mais le stagiaire, il est là pour nous expliquer et tout. Particulièrement, je ne peux pas te dire qu'on parle exactement de ce sujet parce que moi, je me dis qu'un élève de terminale doit apprendre toutes ces leçons.
doit comprendre toutes les leçons. Mais la leçon principale, c'est l'introduction à la philosophie. Parce que si tu ne comprends pas l'introduction à la philosophie, les sites ne seront pas bien comprises. Donc un conseil que je donnerais, c'est de bien comprendre l'introduction à la philosophie, la réflexion critique, etc. On prépare les anticipés avec sérénité, avec confiance et aussi avec espoir qu'on va briser le marteau. Notre prof de philo, M. Fall, a terminé le programme. Maintenant, on est sur le plan des révisions. Avec l'aide de Dieu, mais aussi avec l'aide de notre professeur M. Fall, on est prêt à répondre à tous les sujets, à toutes les questions qu'on donnera. Des fois, certaines notions nous échappent, mais aussi on a des questions aussi qu'on voudrait peut-être émettre à l'encontre de notre professeur. Voilà, seulement ça. Il y a quelques soucis qu'on a, mais alhamdulillah. Bon, actuellement, puisque nous, on avait débuté les révisions depuis le début de l'année, parce que là, il y a les devoirs, il y a les compositions, on a eu le temps de tout apprendre. Alors là, ce qui reste, c'est la détente et libérer un peu l'esprit, ne pas se bourrer la tête des cours, tout ça là, et puis assister aux synthèses de philosophie que les professeurs font actuellement. On dit que la philosophie est un peu complexe parce que vous savez, la philosophie c'est quelque chose qui attaque tout, mais qui ne s'attaque pas vraiment parce qu'il n'arrive pas à trouver sa propre définition. Mais quand même, on n'est pas un peu inquiet parce qu'on a eu des professeurs compétents qui nous ont donné à peu près quelques notions de la philosophie. On a aussi des citations comme les Descartes, les Platon, Aristote, tout ça là. Alors là, on n'est pas trop inquiet parce qu'on a les bagages qu'il faut pour cela. Alors je vous invite tous, vous là, mes camarades, à venir participer, essayez de prendre au moins un tout petit peu de temps et regarder l'émission, c'est très important. Bien vrai qu'il y a les révisions qui sont là, mais prenez le temps de regarder cette émission. Merci. Alors je pense que comme tout élève, nous sommes sous la pression parce que ce n'est pas facile et d'autant plus qu'on n'a pas achevé notre programme. Voilà, et nous sommes hantés par cette pression-là, mais nous pensons que le moral est bon et nous sommes prêts pour aller combattre comme tout élève. L'essentiel, on gère. On va tout apprendre. Pour ne pas tomber dans les pièges, on va apprendre tout le programme. Il ne reste que les révisions. En classe, on traite certains sujets. En fait, par rapport au programme de philosophie, elle est très vaste. Sur ce, ça comprend 3 ou 4 domaines. De manière générale, la philosophie est très ambiguë. De ce fait, je ne pourrais pas parler brièvement sur ce domaine. Des chapitres qui sont au programme. Il y a l'interrogation philosophique, l'esthétique, il y a la philosophie africaine, il y a aussi la vie sociale qui comprend nature et culture, l'individu et la société, l'État, ainsi de suite. Avec notre professeur, on se comprend, parce qu'il arrive toujours, il arrive à l'heure, ils essaient tant bien que mal à nous faire comprendre les domaines, à nous poser des questions avec des réponses pertinentes. Je conseille aux élèves de bien apprendre leurs leçons, d'essayer de comprendre, de faire une synthèse générale sur toutes les leçons pour pouvoir, n'est-ce pas, le jour J de l'examen, ne pas être surpris. Que mot de la fin, je dirais à tous mes camarades de classe, à tous les élèves du Sénégal en particulier, à mes copines et consorts, d'adopter la zen attitude, de bien savoir comment organiser les révisions pour ne pas tomber dans comme vous l'avez dit tout à l'heure, les rumeurs, ne pas suivre les rumeurs, zen attitude et puis Inch'Allah, tout ira bien. Professeur, nous venons de voir la réaction des élèves du lycée John Fitzgerald Kennedy, les élèves du lycée mixte de Maurice Delafosse et ceux de Blaise Diagne. Et quelle est l'analyse que vous faites par rapport à leurs inquiétudes et à leurs attentes? Oui, nous venons de voir l'élément, M. Mar. Je voudrais juste rappeler que tout élève en classe de terminale qui a appris à philosopher et qui sait également qu'il doit être évalué lors des anticipés de philosophie, c'est normal qu'il ait des craintes, c'est normal également qu'il se pose un certain nombre de questions. Cela s'explique d'une part parce que la philosophie déjà, c'est une discipline qui souvent est inconnue. Il faut attendre jusqu'à ce que vous soyez en classe de terminale la plupart du temps pour s'initier à la réflexion philosophique.
C'est ce qui fait que souvent aussi, c'est une matière considérée comme hermétique, impénétrable. Et c'est ce qui explique en réalité les craintes des uns et des autres. Mais je pense que, comme certains d'entre eux ont eu à le dire, s'ils appliquent les conseils de leurs professeurs et également qu'ils évitent le stress, l'angoisse et la peur, parce que l'examen, ça se prépare de plusieurs manières. Il y a une préparation intellectuelle, préparation morale, psychologique et même physique. Donc je pense que le stress, la peur et l'angoisse sont vraiment parfois nuisibles pour les candidats. Donc je les invite à surmonter leur peur, à essayer vraiment de se désestresser et certainement à faire le bon choix, c'est-à-dire à choisir le sujet qui soit à leur portée et à essayer de bien le comprendre. Parce qu'il faut toujours faire un bon choix, bien comprendre le sujet, bien l'analyser avant maintenant d'aller vers le cours, prendre les idées du cours qui ont un rapport avec le sujet. Donc vous les articulez à votre sujet dans un langage acceptable en évitant autant que faire se peut de commettre certaines fautes qui sont impardonnables au niveau supposé être celui d'un élève en classe de terminale. Je pense que s'il réalise toutes ces conditions, alors il n'y a pas de quoi avoir peur. Ils n'ont qu'à aller, n'est-ce pas, faire les anticipés de philosophie et s'attendre à de bons résultats. Professeur, une réaction de ces élèves semble être pertinente parce qu'elle a dit que le professeur, il n'est pas là souvent, mais c'est un stagiaire qui est toujours là. Mais est-ce que le stagiaire a toutes les capacités requises pour donner un bon cours de philosophie? Oui, le stagiaire, je pense que tout le monde a été stagiaire. Le professeur que je suis l'a été, tout comme tous les professeurs dans toutes les disciplines. Donc, si le professeur responsable laisse de temps en temps le stagiaire enseigner, c'est parce que peut-être il a confiance en lui. En tout état de cause, il doit l'encadrer, il doit le surveiller aussi, parce que c'est ça en fait l'objectif, jusqu'à ce qu'il fasse son examen et qu'il ait son diplôme. Mais en philosophie quand même, je pense qu'un bon stagiaire peut tout à fait dispenser des enseignements et que si le prof le laisse faire, je lui accorde le bénéfice du doute. J'ose espérer que c'est parce qu'il pense qu'il en est capable. Donc les élèves ne se sont pas limités à faire tout simplement des réactions, mais ils ont eu le plaisir de vous poser des questions. Nous vous donnons l'occasion d'écouter la première question. Moi particulièrement, la partie de la leçon sur l'art, par exemple, les réalités de l'art affaire. Donc c'est ce qui m'inquiète un peu, on peut dire. Donc c'est ça quoi. Professeur, vous avez écouté la question? Oui, nous avons bien écouté la question. Elle porte sur le domaine numéro 4, c'est-à-dire le domaine qui traite de l'esthétique. L'esthétique donc, c'est, si vous voulez, la partie de la philosophie qui s'occupe de l'art, de la création artistique, du beau, ainsi de suite. Alors la question qui a été posée est relative au rapport qui existe entre l'art et la réalité. Donc ça fait partie des problématiques que soulève la réflexion sur l'art. Il s'agit simplement de voir, n'est-ce pas, si l'art est une imitation de la nature ou si l'art est l'expression de la liberté créatrice de l'artiste. Est-ce que pour être un artiste, il faut se résoudre simplement à imiter la nature ou est-ce que pour laisser être un artiste, il faut laisser s'exprimer son génie créateur, son imagination féconde ou son inspiration fertile? Alors ce point de vue-là, ou cette question donne lieu à deux thèses qui souvent sont contradictoires. La première thèse considère que l'art peut bien être une imitation de la nature, alors que la seconde thèse considère que l'art ne doit pas imiter la nature, mais l'art doit plutôt être considéré comme l'expression de la liberté créatrice de l'artiste. Deuxième question. Monsieur le professeur, pourquoi la leçon sur l'art est très ambiguë et complexe? Parce que ces différentes étapes et moi, je n'arrive pas à démystifier l'art. Vous avez entendu? Oui, ambigu, je crois que cela dépend, puisque de toute manière,
tous les domaines qui sont abordés en classe de terminale, n'est-ce pas? Le programme tel qu'il a été élaboré, alors les contenus sont tout à fait accessibles aux élèves, n'est-ce pas? Donc l'art, c'est comme l'épistémologie, la vie sociale, la réflexion philosophique. Donc je pense que si le cours est dispensé normalement, l'élève doit être en mesure de comprendre l'essentiel. Et donc je ne peux pas penser que réellement que l'art fasse une exception par rapport aux autres domaines qui sont abordés dans le programme. Troisième question. Face au développement fulgurant des moyens de la science, est-ce que la philosophie est d'actualité? Vous avez entendu, c'est comme si, disait le grand philosophe Auguste Comte, la science a sonné le glas de la philosophie. Oui, aujourd'hui, c'est la question majeure qui se pose, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes dans un monde marqué par un développement croissant de la technoscience. Aujourd'hui, tout porterait à croire que le vieux rêve de Descartes consistant à voir un jour l'homme devenir comme maître et possesseur de la nature, tend à se réaliser, n'est-ce pas? La science a permis à l'homme d'accroître son pouvoir d'action sur la nature. La science a permis à l'homme d'améliorer son cadre de vie et ses conditions de vie. Alors pour toutes ces raisons-là, on a tendance généralement à vouloir discréditer la philosophie au profit de la science, n'est-ce pas? Ça, c'est un constat. Mais une chose est sûre, c'est que toutes les questions que l'homme se pose d'abord ne sont pas prises en charge par la science. Il y a les questions d'ordre existentiel, ce qu'on appelle en philosophie les questions d'ordre métaphysique, qui sont inhérentes à la nature même de l'être humain et qui pourtant ne sont pas prises en charge par la science. Donc déjà, une manière de montrer que la science ne peut pas effectivement venir à bout de la philosophie. Et mieux encore, la science elle-même, quand je dis science, je parle surtout, n'est-ce pas, de l'application des résultats de la science. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que la science, elle est abstraite, elle est théorique, elle est désintéressée. La science en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ce qui peut être bon ou mauvais, c'est plutôt l'application que nous faisons des résultats de la science. Et justement, dans ce cadre-là, on peut citer plusieurs exemples où on voit des dérives qui vont même jusqu'à porter atteinte à la dignité de l'être humain ou qui vont même jusqu'à menacer la survie de l'homme. Alors face à ces dérives-là, face à ces inconvénients qui sont nés de l'application des résultats de la science, il est bon quand même d'essayer de conscientiser la recherche et la pratique dans le domaine de la science. Et dans ce cadre-là, la philosophie a un rôle à jouer. Et ce rôle-là devrait consister tout simplement à moraliser, ou si vous voulez, à apporter à la science ce supplément d'âme qui lui manque, pour parler comme Bergson, non pas parce que la philosophie est contre la science, ce qui n'est pas le cas, mais simplement parce que la philosophie voudrait que la science soit encore et mieux encore au service de l'homme et qu'il n'en soit pas le contraire. Et je pense que dans ce cadre, on peut citer un philosophe français du nom de Louis Althusser qui faisait remarquer que les crises de la science sont les seules ultimement rénovatrices de la philosophie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la philosophie est un peu axée sur la science, précisément sur l'application des résultats de la science, simplement pour parvenir à pouvoir préserver la dignité et à pouvoir également préserver la survie de l'homme et de l'humanité. Quatrième question. Est-ce que l'État aliène-t-il la liberté de l'homme? Vous avez entendu, est-ce que l'État ne limite pas la liberté de l'individu? Oui, l'État fait partie des concepts qu'on aborde dans le domaine de la vie sociale. Et comme on est en philosophie, lorsqu'on parle d'un concept, il y a une exigence fondamentale. L'exigence consiste ici à essayer de définir, bien vrai qu'il soit toujours difficile de définir. Et en ce qui concerne l'État, il faudrait d'abord qu'on s'entende sur le sens qu'on donne au concept État. Donc l'État au sens large du terme, on pourrait le définir comme une certaine organisation politique de la société. L'État n'a pas toujours existé. Elle est apparue
ou bien il est apparu à un moment déterminé pour deux raisons principales: permettre aux hommes de pouvoir réguler les rapports sociaux, mais également d'arbitrer les conflits qui peuvent surgir entre les individus, n'est-ce pas? Alors, selon maintenant les conceptions, parce qu'il y a plusieurs conceptions de l'État, selon les conceptions prises en considération, on peut effectivement dire que l'État prive l'individu de sa liberté, mais on peut également considérer dans une certaine mesure que l'État également permet, n'est-ce pas, d'avoir une vie sociale harmonieuse, n'est-ce pas? Mais pour répondre à cette question, si on se fonde sur la conception marxiste de l'État ou sur la conception anarchiste de l'État, alors nous avons là des doctrines philosophiques qui remettent en question la nécessité de l'État parce que simplement considérant que l'État justement brime les droits et les libertés des individus, et pour cette raison, alors on devrait simplement le supprimer. C'est ce que pense si bien Bakounine par exemple. Les anarchistes, leur slogan il est simple: ni Dieu ni maître. Donc il faut venir à bout de l'État et fonder les rapports entre les hommes simplement sur la solidarité et, n'est-ce pas, l'humanisme naturel. Et à partir de ce moment, on se passe tout simplement de l'État. Karl Marx et Engels également, dans leur critique contre l'État, ils considèrent que l'État est le bras armé de la bourgeoisie, n'est-ce pas, avec la complicité du clergé. Donc la religion, tout comme l'État, sont des obstacles à la révolution prolétarienne qui devrait donc parvenir à mettre un terme au système capitaliste et à instaurer une société communiste, une société égalitaire où il n'y aura plus de classe, n'est-ce pas? Donc, selon ces deux courants-là, les anarchistes et les marxistes, on peut justement dire que l'État aliène l'individu ou l'État prive l'individu de sa liberté. Cinquième question. Quelle est à peu près la meilleure définition qu'on peut accorder à la philosophie? Le rapport entre le mythe et la philosophie, c'est une question qui nous renvoie à la rupture fondatrice qui s'est opérée à partir du VIe siècle. Parce que historiquement, on peut dater le début de la philosophie. D'ordinaire, il est dit que la philosophie est née à partir de la rupture fondatrice où elle est née à partir du passage du mythos au logos. C'est-à-dire le désir de connaître n'est pas né avec la philosophie. Mais ce désir de connaître a été pris en charge autrement avec l'avènement de la philosophie. Avant que la philosophie ne naisse, ce qu'on appelle un peu la pensée prélogique, c'était la pensée mythico-religieuse fondée un peu sur l'évocation des dieux pour essayer de donner des explications aux phénomènes physiques. Cependant, avec l'avènement de la philosophie, on va se fonder sur l'observation et sur le raisonnement pour essayer maintenant d'expliquer les phénomènes physiques. Donc ici, on peut dire que le mythe, c'est un récit illogique et invérifiable, alors que la raison, qui est le fondement même de la réflexion philosophique, n'est-ce pas, cherche toujours à connaître avec plus d'arguments, avec plus de cohérence, avec plus de logique. Donc on peut dire qu'il y a cette différence fondamentale entre le mythe et la raison. Sixième question. Comment quelque chose peut sortir de quelque chose, être lié à cela et puis même le contredire? Absolument, je pense que nous restons toujours dans la même question en réalité. Parce que quand on dit rupture entre le mythe et le logos, c'est-à-dire la raison, c'est comme qui dirait que le logos serait né à partir de ce mythe-là. Mais dans tous les cas, il faut penser la question sous une forme d'évolution. C'est-à-dire il y a eu une certaine évolution et cette évolution a été marquée par une rupture et c'est cette rupture-là qui a consacré le passage du mythos au logos qui a donné naissance à la philosophie comme pensée rationnelle parce que tout au début quand on dit philosophie, c'est quand même une certaine capacité à faire usage de sa raison. Donc l'invention du logos a consacré la naissance de la philosophie. Septième question. Pourquoi dit-on que l'État rend l'homme meilleur? Oui, l'État peut rendre le meilleur si nous considérons que
l'homme, peut-être, qu'est-ce qu'il était avant l'avènement de l'État? Si on se réfère à Hobbes, par exemple, dans sa conception de l'état de nature, Hobbes dit que l'homme est naturellement mauvais, l'homme est naturellement méchant, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, il est habité par une violence naturelle. Ce qui, selon Hobbes, faisait de l'état de nature un état de guerre, de chacun contre chacun et de tous contre tous. Je rappelle que l'état de nature, c'est juste une fiction méthodologique. Historiquement, ça n'a pas existé. Rousseau, d'ailleurs, qui reprend différemment, mais toujours la même conception, en parlant de l'état de nature, dira que cet état n'a pas existé et que peut-être n'existera jamais, n'est-ce pas? Mais ici, si on se fonde sur Hobbes, je dis bien sur Hobbes, et qu'on conçoit la conception qu'il a de la nature humaine, alors forcément, le passage de l'état de nature à l'état civil, sur la base du pacte social, ne peut que rendre l'homme meilleur. Donc, on voit que si on parvient à vivre ensemble en société, en régulant nos rapports, alors à partir de ce moment, on peut dire que l'État parvient à exorciser, n'est-ce pas, cette méchanceté naturelle qui est en l'homme, comme le pense Hobbes. D'où la nécessité d'ailleurs de tout confier au Léviathan, qui au retour va garantir, n'est-ce pas, aux hommes la paix et la sécurité dans l'espace civil. 8e question. Qu'est-ce que l'importance de la philosophie? Pourquoi l'homme a besoin de philosopher? Oui, pourquoi l'homme a besoin de philosopher? Le besoin de philosopher répond pratiquement à 2 préoccupations. D'abord, l'homme a besoin de se comprendre. Mais l'homme a également besoin de comprendre le monde dans lequel se déploie son existence. Alors ce désir de se comprendre soi-même, ce désir de comprendre le monde dans lequel on vit peut légitimer effectivement le besoin de philosopher. Dans ce domaine, il n'y a pas que la philosophie, mais précisons-le quand même, la philosophie a soulevé des questions et la philosophie aussi peut apporter un certain nombre de réponses, quoique, comme nous l'avons dit en débutant l'émission, ces réponses soient toujours susceptibles d'être remises en question. 9e question. Quelle est la vocation de l'État en tant que pouvoir politique? Oui, l'État comme organisation politique de la société a certes un certain nombre de droits, parce que là il faut le dire, c'est-à-dire que pour que l'État soit viable d'abord, il faut qu'il soit doté d'un pouvoir souverain continu qui puisse permettre à l'État de s'acquitter convenablement de ses missions. Alors la question nous amène à parler surtout des fonctions de l'État. C'est-à-dire l'État a un certain nombre de fonctions, a un certain nombre d'obligations, de devoirs vis-à-vis du citoyen, surtout dans un régime démocratique. Il faut le préciser. Parce que la fonction qu'on peut assigner à un État dépend particulièrement du type de relation qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Si nous sommes dans une monarchie, par exemple, ou bien dans un régime totalitaire, ou bien dans un régime démocratique, alors les fonctions assignées à l'État peuvent changer. Donc, si nous prenons l'exemple de la démocratie, l'État a des obligations et il doit remplir ses obligations vis-à-vis des citoyens. Pour la bonne et simple raison que le pouvoir politique a comme source d'émanation la volonté du peuple. Donc quand le peuple décide de confier le pouvoir à un des leurs, alors l'appareil étatique doit en retour également prendre en charge les besoins de l'État, n'est-ce pas, les besoins du peuple, les besoins des citoyens. Donc la fonction principale et principielle d'un État, c'est d'abord de garantir la paix et la sécurité dans l'espace civil, de permettre une libre circulation des biens et des personnes, plus maintenant la mission de service public que l'État doit jouer, plus le rôle de diplomatie, le rôle, n'est-ce pas, des options économiques, sociales et politiques. Pour tout dire, l'État a autant de droits que de devoirs. Mais tout dépend, encore une fois de plus,
du type de régime politique dans lequel on se trouve. Dixième et dernière question. Si on sait que Abdoulaye Wade prônait la démocratie dans ce pays et qu'on sait que c'est la démocratie qu'il a chassée de ce pays-là, peut-on dire que Jean-Jacques Rousseau avait raison lorsqu'il prônait que la démocratie est le meilleur régime politique? Oui, en fait, indépendamment de Abdoulaye Wade, parce que vous savez, dans le régime démocratique et même dans le pouvoir en réalité, il faut considérer que la personne à laquelle le pouvoir est confié, il ne faut pas confondre le pouvoir à cette personne-là. Donc ici, pour bien poser la question, ce n'est pas la personne d'Abdoulaye Wade même qui importe, mais c'est surtout le mode de fonctionnement de la démocratie. C'est de comprendre une chose, comme le dit Rousseau, la souveraineté ne peut provenir que du peuple. Seul le peuple est souverain. Il décide de confier le pouvoir à qui il veut et il peut aussi reprendre ce pouvoir si ce quelqu'un-là n'est pas en phase avec les attentes du peuple, n'est-ce pas? Et en cela, la démocratie est une chose merveilleuse dans la mesure où elle permet toujours au peuple de faire entendre sa voix, car Rousseau, tout le monde le sait, n'est-ce pas? La voix du peuple est la voix de Dieu. Donc, le peuple dans un régime démocratique, n'est-ce pas, peut donner le pouvoir en toute légalité et en toute légitimité à qui il veut et le lui reprendre également si ce quelqu'un-là ne parvient pas à satisfaire les attentes du peuple. Mais cela ne veut pas dire que la démocratie soit vraiment une œuvre parfaite comme beaucoup le pensent. Parce que le régime démocratique présente un certain nombre de limites, n'est-ce pas? Non seulement la démocratie a des limites, parce que dans une démocratie, on ne dit pas forcément qu'il faut élire la compétence, mais dans une démocratie, finalement, c'est la tyrannie de la majorité. Donc si la majorité du peuple décide de donner le pouvoir à quelqu'un qui peut-être n'est pas le plus compétent ou le meilleur parmi, n'est-ce pas, les citoyens, peu importe, l'essentiel, c'est que la décision de la majorité soit respectée. Ensuite également, précisons-le, une démocratie parfaite, ça n'existe nulle part. Rousseau le dit bien dans du contrat social en disant que s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Donc si la démocratie n'est digne que des dieux, forcément, elle devient un peu indigne des humains que nous sommes. Mais pensons-la plutôt comme un idéal vers lequel on tend et que peut-être les sociétés humaines, dans leur quête d'une organisation politique harmonieuse, n'est-ce pas, pourront toujours aller vers un régime qui soit en tout cas en phase avec leurs aspirations et qui puisse leur permettre de s'épanouir. Est-ce qu'aujourd'hui au Sénégal, on peut parler de démocratie avec les régimes qui ont été sur place, avec le régime de Wade peut-être, avec le régime du président Macky Sall, où on passe tout notre temps à parler des biens mal acquis, où il y a des questions péripétielles qui sont là, des questions d'importance capitale, les denrées de première nécessité, le problème de l'éducation, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la bonne démocratie ne serait pas de laisser la liberté, le choix au peuple de dire leurs mots, d'exposer, afficher leur souffrance? Parce que, quoi qu'on puisse dire, comme le dit Rousseau, le pouvoir appartient au peuple. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, au Sénégal, on peut dire qu'il y a une parfaite démocratie? Une parfaite démocratie n'existe pas au Sénégal et n'existe dans aucun pays au monde, car déjà, nous l'avons dit tout à l'heure, la démocratie, c'est une œuvre en construction, n'est-ce pas? Donc, une démocratie achevée, il n'y en a pas. Maintenant, au Sénégal, nous sommes, comme certains le disent, une jeune démocratie. Nous avons accédé aux indépendances en 1960, n'est-ce pas? Et donc, nous avons eu un passé de colonisés, ainsi de suite. Mais il est sûr que quand même, le développement ne doit pas être simplement l'affaire des pouvoirs politiques. C'est d'abord une question individuelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit œuvrer quotidiennement à aller de l'avant, n'est-ce pas? Les pouvoirs politiques ont un rôle à jouer, c'est de créer les conditions pour permettre à tout Sénégalais
de pouvoir éclore ses talents et ses compétences, de pouvoir, n'est-ce pas, se développer individuellement et de contribuer également au développement de son pays. Mais justement, parmi ou bien parlant de ces pouvoirs politiques, c'est-à-dire des hommes qui sont au pouvoir, la gestion, forcément, il faudrait que la gestion soit vertueuse, n'est-ce pas? Alors, la traque des biens mal acquis, comme vous dites, de toute manière, quand un homme gouverne et qu'on lui confie l'argent du peuple, il doit en faire un bon usage. S'il n'en a pas fait, alors il doit rendre compte et toutes les conséquences doivent être prises, n'est-ce pas, élucidées. En revanche, il faut aussi considérer qu'il y a une demande sociale qui est là, qui est pressante. Et tout homme politique sait que le plus grand opposant pour un homme au pouvoir, ce n'est pas les partis de l'opposition, mais c'est plutôt la demande sociale. Alors si on ne parvient pas à satisfaire la demande sociale, alors là, il va de soi que on risque d'avoir tout simplement des difficultés. Donc, si on doit traquer des biens, on doit également penser à satisfaire la demande sociale, parce que c'est ce qui peut permettre, n'est-ce pas, d'instaurer un climat social paisible, mais également permettre à ceux qui sont au pouvoir et qui voudraient s'y maintenir d'être en accord avec leur peuple. Merci professeur, et c'est la fin de l'émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les anticipés philosophiques l'imposent. On a voulu apporter pierre à l'édifice, aider nos jeunes camarades, nos jeunes frères de la classe de terminale à faire une révision générale peut-être de la philosophie. Et aujourd'hui, quel est votre dernier mot par rapport à cette émission? Oui, vraiment, je trouve que c'est une émission magnifique. Et je suis encore une fois de plus très heureux, je dirais même très honoré d'être votre invité. Je vous souhaite plein succès et je pense également que tous ceux qui suivront cette émission, aussi bien ce numéro que les numéros qui suivront, en tout cas pourront en tirer profit. Et à l'intention de ces élèves de terminale qui nous écoutent, ou qui nous suivent et qui s'apprêtent à subir les épreuves d'anticipé de philosophie, alors je leur souhaite bonne chance. Je leur dis que les sujets qu'on donne, c'est des sujets qui sont à leur portée, alors qu'ils n'aient surtout pas peur, qu'ils essayent de bien analyser les sujets. Et je pense que s'ils analysent bien, s'ils comprennent bien et qu'ils apportent les arguments qu'il faut, en évitant les fautes, parce que c'est aussi le problème que certains d'entre eux rencontrent, quand même ils parviendront à avoir une note de philosophie qui leur permettra de réussir à leur examen. Je salue l'initiative et je trouve que l'émission est vraiment intéressante, parce que des émissions qui parlent d'éducation, qui parlent de savoir, vraiment il n'y en a pas beaucoup, parce que le problème du paysage audiovisuel sénégalais, tout le monde le sait, souvent on n'accorde pas trop d'importance au savoir. La plupart du temps, c'est un peu l'aspect folklorique qui a tendance à ravir la vedette. Mais de toute manière, je pense que c'est un bon commencement et que les émissions qui suivront également permettront à ceux qui vous suivent de mieux s'accrocher à cette émission et par-delà même à cette chaîne qui, quand même, il faut le dire, est vraiment une chaîne qui est venue avec une nouvelle orientation, et je pense que les Sénégalais apprécieront eux-mêmes. Merci, c'est la fin de l'émission. C'était votre premier numéro de votre émission Télé School et nous avions eu l'immense plaisir de recevoir sur le plateau un professeur de philosophie qui nous vient du lycée Albert Ndiaye de Linguère, M. Atoubeye. Et nous aurons l'immense plaisir de suivre et de respecter tout le programme de l'éducation nationale. Et le prochain numéro, nous aurons aussi la possibilité d'inviter des élèves qui nous viendront des lycées, peut-être de Kennedy, peut-être de La Fosse ou bien même de Blaise Diagne, pour participer à l'émission, à l'enregistrement de l'émission. Ça a été un grand plaisir. À la prochaine.